Ok, bonjour, petite vidéo sur la démarche scientifique. Juste vous donner les étapes en fait. Au collège, c'est là où on commence à apprendre ce qu'est une démarche scientifique. Il est intéressant d'avoir une ossature, une méthode bien réglée, pas compliquée et surtout qui se mémorise au fil du temps assez bien parce qu'en fin de compte elle tient à peu de mots. Je vais la rappeler quand même aussi pour ceux qui sont au lycée, parce que mine de rien, le fait qu'au lycée on travaille, on commence à venir sur le calcul et qu'on ne fasse pas que des TP, on finit par parfois oublier ce qu'est la démarche scientifique. On nous donne des exercices très numériques voilà, on applique et des fois on oublie le pourquoi des sciences. Les sciences, en fait, c'est juste on regarde le monde et on est curieux et d'un coup, oui, on commence à se poser une question sur mais tiens, c'est étrange, pourquoi ça, comment ça, etc. Mais tout démarre, en fin de compte, d'une question. Et au collège, on commence à se poser des questions, on commence à apprendre à se poser des questions. Après, il faut continuer. C'est ça le problème. Au lycée, il faut continuer à se poser des questions. Donc, tout commence par une question. Certains vont appeler ça une problématique. Bah, bien sûr, une problématique, une question scientifique. C'est à vous de l'appeler comme vous souhaitez. Problématique. Ok, question scientifique, tout part de là. On a regardé quelque chose, on a été curieux, on a regardé, on a ouvert les yeux et d'un coup est venue une question. On s'est posé une question scientifique, une problématique. Alors après s'être posé une question, intellectuellement, juste on cherche dans sa mémoire et en fin de compte on regarde un peu notre vécu de loin comme ça et ça va nous faire penser à certaines choses et on va émettre des hypothèses, on va émettre des réponses possibles. On va se dire ah oui tiens ça me rappelle effectivement le phénomène que je viens de voir, est-ce que ce serait pas comme tel autre phénomène que j'aurais vu et que j'ai déjà expliqué, ou on va faire appel à ce qu'on a pu vivre quand on était petit ou ce qu'on a pu voir juste en se baladant. C'est ultra justement là il est intéressant après de s'être posé la question scientifique, de travailler en équipe et de se renvoyer la balle, d'en discuter. Et là commencent à venir les idées et c'est la mémoire de chacun qui va intervenir. Et donc, après la question scientifique, voici le temps de l'hypothèse. L'hypothèse qui se fait, en fait, qui se partage avec autrui, avec notre équipe. L'hypothèse, en fait, c'est donc une réponse possible. Alors cette réponse possible, vous la formulez comme vous voulez. Est-ce que si vous voulez dire « Ah, peut-être que je pense que pourquoi pas ce serait ça, etc. » ou « Pourquoi pas il y aurait un lien entre ci et ça ?» Oui, ou vous pouvez dire « Il y a un lien entre ci et ça. » Au pire, vous invaliderez, si jamais ce que vous pensiez faux, vous invaliderez et puis vous reconnaîtrez que vous avez fait une erreur. C'est pas grave, mais que ce soit une affirmation ou une supposition, quand on est scientifique, on aime bien affirmer les choses et puis après, parce qu'en fin de compte, la science nous a prouvé, l'expérience nous a prouvé qu'on avait tort, on accepte d'avoir eu tort et puis on se dit c'est pas grave parce qu'en science, même quand on a fait des erreurs, on a grandi. C'est donc important de le dire et ici, c'est pas grave si c'est une phrase affirmative, bien entendu. Question, ensuite hypothèse que vous réfléchissez ensemble, puis de cette hypothèse va naître l'envie de la valider et donc vous allez inventer un protocole expérimental. Alors dans ce protocole expérimental, en fait c'est quoi ? Le protocole expérimental, je pourrais presque dire, c'est un peu une notice. Allez, on va pas mettre d'habitude, je dis notice Ikea. Notice de montage de meubles. Notice de montage de meubles. Parce que tout le monde ne connaît pas Ikea. Mais c'est un peu ça, c'est la notice Ikea, quoi. Le protocole expérimental, dedans, qu'est-ce qu'on va avoir ?
plus tard, vous verrez, mais à la limite au lycée, on commence à le faire, il y a l'inventaire de tout le matériel qu'on va utiliser pour notre expérience, avec la marque de l'appareil, etc. Juste pour qu'on puisse, à l'autre bout du monde, réitérer l'expérience. Et peut-être, si on n'a pas utilisé par exemple la même balance ou le même spectromètre ou etc., eh bien on va, ça justifiera peut-être les écarts qu'on pourra trouver dans les résultats, dans les mesures. Bon, au niveau collège, on le fait pas trop. Il est intéressant de commencer à s'amuser à le faire. On répertorie donc le matériel. Alors bien entendu, au niveau du protocole, souvent le matériel, quand c'est nous qui le faisons, le matériel, il se trouve souvent à la fin, bien sûr. Puis quand c'est à nous qu'on donne un protocole expérimental à faire, là le matériel il est au début. Donc là aussi, encore une fois, c'est un jeu d'écriture que vous devrez apprendre à faire suivant si vous êtes la personne qui demande qu'on réalise tel protocole ou si vous êtes la personne qui, en fin de compte, invente le protocole et puis il n'y a qu'à la fin qui peut répertorier tout ce dont il a besoin. Protocole expérimental, dedans, impérativement, je dois trouver des schémas annotés, des schémas annotés. Annoter, c'est la même chose que légender. Ok ? Chronologique. Alors ça, chronologique, c'est les étapes. Il me faut des étapes. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Puis je fais même comme ça. Hein. C'est pas petit 1, petit 2, petit 3, et puis vous en mettez partout, et puis c'est un jeu de pistes. Non. Pour convenir à tout le monde, que ce soit ceux qui parlent arabe, ceux qui parlent japonais, ceux qui parlent chinois, ceux qui parlent, j'allais dire européen, mais bon, français, allemand, etc., eh bien, on a des fois des sens de lecture qui ne sont pas les mêmes. Donc, je vous conseille, en tout cas, il est impératif d'avoir des schémas qui soient dans un ordre chronologique et qui fassent des étapes. En plus, il est important qu'elle soit de haut en bas, parce qu'il n'y a aucune langue qui, je crois, se lit de bas en haut. Il y a des langues qui se lisent de gauche à droite, de droite à gauche. Il y a des langues qui prennent des diagonales au niveau du Japon. Le chinois se lit en colonne. Bon, vaut mieux prendre comme ça. On va de haut en bas. Le haut de la page jusqu'en bas de la page, c'est plus naturel pour chacun. Et donc, je vous conseille petit 1, petit 2, et sur les lignes, vous avez une seule étape. Donc des schémas annotés, légendés, donc chronologiques, plus des phrases, ce qu'on appelle des phrases d'action. D'action. Les phrases d'action, on les fait avec un verbe à l'infinitif. Alors, des phrases d'action, c'est juste que mes schémas, je ne peux pas, par exemple, représenter l'action « je verse ». D'accord ? Parce que mettre un bécher comme ça avec du liquide dedans, on peut s'amuser à le faire 2 secondes. Hop, je veux verser dans un autre récipient, toc toc toc, une éprouvette graduée, donc plus longue. La plupart des gens vont me mettre le liquide n'importe comment, il faudrait mettre le liquide comme ça, mais là, est-ce que je vois bien que je suis en train de verser ? Honnêtement, on sait tous verser quelque chose dans un autre truc. D'accord ? Donc, on ne représente jamais l'action, parce que ça encombre le schéma et cette action en fait ça va être représenté si je verse et il est important de dire verser, et ben j'écris verser et je l'écris à l'infinitif. Alors les verbes d'action les plus courants, il y a agiter, il y a verser, il y a mesurer, il y a peser, voilà, il y en a plein d'autres, hein, mais mesurer c'est un des plus importants en fait. Voilà. Verbe à l'infinitif, c'est juste, il faut éviter de conjuguer les verbes. Des fois, il y en a qui ne sont pas sympas à conjuguer, genre le verbe dissoudre. D'accord ? Ce que je disais à mes élèves, dès qu'on veut conjuguer le verbe dissoudre, c'est je dissous, tu dissous, il dissout, nous dissolvons, vous dissolvez, il dissolve. Et là, des fois, c'est nous dissoudons, il y a plein de choses. Et il vaut mieux éviter, dissoudre. D'accord ? Phrase d'action, c'est dissoudre le sel dans les 50 ml d'eau ou la masse de sel pesée dans 50 ml d'eau, etc. Donc, schéma annoté, légendé, chronologique, étape. Voilà. Je peux peut-être dire aussi un petit truc dans annoter.
À noter, c'est pas de flèche. Pas de flèche. Absolument pas de flèche. Si je dois annoter quelque chose, tac, 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 ici, en gros, je sais pas ce qu'il y a dedans, tac, j'annote avec un trait oblique et sans flèche. Le trait va jusqu'à l'intérieur de la substance. Et ici, je sais pas, on peut dire sucre. Et j'en ai une masse. Sucre, c'est un peu ridicule que je mette sucre, plutôt mettre eau, parce que le sucre, c'est plutôt une poudre. Donc, si c'était un sucre, on ferait un petit tas comme ça, comme un petit tas de farine dans un saladier, vous voyez. Ce serait plutôt comme ça, sucre. Et quand c'est une poudre, on parle plutôt de la grandeur physique masse. Donc masse égale je ne sais pas quoi. Et puis la eau, vu que c'est un liquide, l'eau, souvent en tout cas, sur Terre, à température ambiante, entre 0 et 100 degrés, l'eau est plutôt liquide. Et donc on travaillera plutôt en volume et on dira V égale, on a un certain volume, je ne sais pas, 50 ml, 50 millilitres. Ok. Bon, puis là, 2 grammes. Voilà. Bon, là, il n'est pas tout à fait ce que je veux dire. Donc, pas de flèches. Les flèches, ça encombre, et puis les flèches, on les utilise, je l'ai déjà dit, pour les forces, les vitesses, etc. Donc, voilà. Éviter de faire des traits horizontaux aussi. Les traits horizontaux, ça pose problème parce qu'on pourrait les comparer, les croire que c'est la surface du liquide aussi. Alors les schémas, tiens, répétons peut-être juste les schémas. Encore une fois, les schémas représentent la fonction d'un objet. Exemple, ça, hop, ben ça c'est une balance. C'est une balance, on ne vous dirait pas, mais c'est aussi un bec benzène, un bec électrique, mais c'est aussi une brique. C'est-à-dire, c'est un truc sur lequel on peut poser quelque chose. Pour savoir que c'est une balance, j'écris, je la note, balance. Ça, c'est une coupelle, un verre de montre, je vois bien la forme, j'ai même pas besoin de dire ce que c'est. Comme le bécher et les prouvettes graduées, j'ai pas besoin de dire ce que c'est, pas besoin de la noter. La balance, si, parce que cette forme-là, je sais que je peux poser quelque chose dessus, parce que c'est comme une brique, mais en l'occurrence, c'est une balance, donc je le marque. Okay. Super important, le schéma, en fait, il est là aussi pour en écrire le moins possible. Tout ça, c'est fait pour en faire le moins possible, pour être le plus clair possible. Parce qu'en fait, quand vous avez un protocole, vous avez créé un protocole expérimental, il va servir à plusieurs choses. Ce protocole expérimental, il va servir, déjà, il vous parle, donc il voit si, vous anticipez ce qui va devoir être fait, et vous voyez si tout se tient. Ensuite, vous pouvez le communiquer à quelqu'un, donc à son équipe, en lui disant, voilà, on va faire ça, etc. Deuxième, donc, il faut qu'il soit communicant, il faut qu'il soit simple, aéré, et qu'on voit les choses. Après, il sert aussi à la personne qui va le prendre, ce protocole, il va regarder, puis il va le poser à côté de lui quand il manipule, et à chaque étape, c'est comme quand on monte un meuble, donc d'où la notice Ikea, quand on monte un meuble, on a la notice pas loin, et puis on monte en même temps, on regarde la notice, on passe telle étape, ok, deuxième étape, troisième étape. Si c'est écrit minuscule, effectivement, ça va poser un problème, il faut être rapproché, tandis que là, suffisamment gros, hop, on voit tout, et tout se fait d'un coup d'œil, d'accord ? Et puis, il y a aussi une autre idée de ce protocole expérimental, c'est qu'on peut prendre une enveloppe, tchac, en fait, on le scanne, on le met par mail, ou on le fait par ordinateur, on l'envoie, et quelqu'un dans le monde entier, n'importe où, va pouvoir refaire exactement la même chose pour pouvoir vérifier vos manipulations. Vérifier, non pas pour vous critiquer forcément, quoique c'est intéressant, mais il peut aussi juste vouloir vérifier parce que ça l'intéresse, tout simplement. Et puis la critique peut être bonne aussi. Il peut vous dire, je l'ai refait parce que je trouvais ça bien. Donc, protocole expérimental, c'est fondamental. Au collège, c'est ça qu'on va voir essentiellement. Mais il ne faut surtout pas que ceux au lycée l'oublient, ce côté protocole expérimental. Souvent, tout est mâché parce qu'ils n'ont pas le temps. On n'a pas le temps. Alors, on leur donne le protocole expérimental et voilà. Mais il faudrait qu'ils s'amusent à en faire de temps en temps. C'est pareil pour la question scientifique, ils l'oublient aussi un peu. Et donc, ils oublient de faire des hypothèses, bien sûr. Toute cette partie-là s'oublie un peu. Donc,
Après le protocole expérimental, dans ma démarche scientifique, eh ben, c'est tout bête. Il y a une case, il y a un moment où je fais l'expérience. Bon, je fais l'expérience. Et puis de cette expérience, pendant cette expérience, eh ben, je vais récolter plein d'informations sur les couleurs, sur les changements. Je vais prendre des mesures. Donc ici, on va avoir les résultats. Et vraiment, c'est un ensemble de mesures prises, d'observations, etc. Les mesures, quand il y en a plein, souvent, n'oubliez pas d'utiliser un outil mathématique qui est quand même pas mal pour classer les choses, c'est le tableau. Et puis le tableau, vu que c'est peut-être pas mal en mathématiques, mais on n'aime pas trop quand même les regarder, surtout quand il y en a des pages et des pages, et ben, il est intéressant de traduire ce tableau en graphe, en graphique. Donc il sera intéressant de savoir faire un graphe, faire un tableau, et je referai une vidéo, à la limite maintenant que j'ai un tableau blanc, c'est super, je vais pouvoir faire ça bien. On reparlera du graphique et de la conversion tableau-graphe, d'accord? Ça, c'est pas très parlant, ça, c'est super parlant. Et donc, quand on n'a pas quelque chose de parlant, bah, c'est problématique parce qu'après les résultats, nos mesures et tout ça, bah, ce qu'on veut, c'est interpréter ce qui s'est passé dans le labo. Interpréter. Ça, c'est dans le labo. Ça, c'est avec les mesures du labo. Et puis... à la fin de l'histoire, ces conclusions, bah en fait, c'est la réponse à la question qu'on s'est posée dans la situation, la problématique qu'on a faite. Bah voilà, c'est une conclusion toute bête. On revient sur notre point de départ et grâce à notre interprétation des résultats qui ont été collectés durant l'expérience, qui a été faite grâce à un protocole expérimental et qui est né d'une hypothèse répondant à une question, eh bien voilà, c'est la conclusion, toc, on revient tout en haut. Donc voilà ce qu'est une démarche scientifique dans sa globalité, et ce, même chez les scientifiques qui sont payés pour l'être. Hein. Voilà. Après, on accommode, hein, suivant les sciences, il y a des petites choses où on va faire plus attention que d'autres, mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Bon, au boulot.